Alors, je sais pas si tu as entendu, mais au moment de la soutenance, donc je me suis fait reprocher par l'historienne de la formation des adultes que j'avais quand même été très floue sur les frontières de l'éducation populaire. Mhm. Alors, il se trouve que de ce point de vue-là, moi, je m'inscris plutôt dans la tradition, le débroussaillage de Luc Carton sur une perception de l'éducation populaire qui conteste un petit peu la manière très partitionnée dont l'historienne Geneviève Poujol a travaillé à juste titre cette histoire ouvrière, de l'éducation populaire. Donc moi, j'ai plutôt cherché, au contraire, à voir qu'est-ce que ça donnait si on acceptait de baisser un petit peu ces frontières-là, ces spécialisations, ces boîtes. Et est-ce que ces différentes expériences avaient en commun quelque chose lorsqu'on posait la question de éducation populaire et éducation politique, dans une visée d'émancipation et de transformation sociale, parce que c'est pas n'importe quelle éducation politique non plus. Mhm. Et du coup, j'ai essayé de reprendre, donc je sais pas si tu te rappelles, mais dans le rapport de l'offre publique de réflexion, Franck avait repris le travail de Luc d'une éducation populaire en 5 temps. Oui. Donc je me suis dit que j'allais reprendre ce travail-là, voir comme il était issu de Luc, qui avait plutôt fait ce travail-là à partir de la situation belge. Mhm. J'ai trouvé intéressant de voir si d'une part il y avait d'autres tournants qui étaient propres à la situation française, et puis éventuellement de contester aussi son travail de chronologie et cette partition. Donc en faisant ce boulot, je me suis aperçue, et ça a été probablement ma première grande claque, c'est qu'ayant fait le choix d'un objet de recherche qui était l'éducation populaire politique, en prétendant pas qu'aucun acteur ne l'incarnait à lui seul. D'une part, évidemment, je me suis rendu compte en travaillant seulement à partir de la Révolution française, et c'est un clin d'œil d'ailleurs à Christian Morel, qu'on pouvait tout à fait considérer que les cahiers de doléances étaient la première forme d'éducation populaire politique qui existait, et qui incarne en plus une tradition qui va être récurrente tout au long de l'histoire de l'éducation populaire, qui utilise l'enquête, Mhm. au sens large évidemment, et pas policière, Mhm. enquête comme moyen de prendre conscience de ses conditions de vie et d'élaborer ensemble et des doléances et des propositions pour transformer l'ordre social. Donc on pouvait, en acceptant une entrée assez large, considérer que dès 1789, il y a des pratiques d'éducation populaire politique. On se réunit un petit peu partout, c'est la naissance des clubs, Mhm. avec des groupes qui s'emparent de tous les sujets de cette nouvelle société à venir, comment elle va fonctionner, etc. Et probablement l'autre expérience que je trouve très marquante en termes d'antécédents de l'éducation populaire politique, ce serait la commune, Mhm. dans la mesure, et pas seulement de Paris, puisqu'il y a eu quand même plusieurs communes en France, à Lyon notamment. C'est de nouveau une recherche d'extension de la pratique populaire politique, où les femmes et les enfants sont amenés dans plein de lieux à se retrouver, à discuter qui de l'école, qui de comment va s'organiser le quartier, la production, et donc un ensemble de lieux où tout un chacun peut venir et est légitime pour dire ce qu'il pense de comment va s'organiser la fameuse commune. Et que donc cette période que Luc appelle primitive en fait, de Mhm. l'éducation populaire, c'est une période où il n'y a pas justement encore ces frontières. Les syndicats ne s'appellent pas encore des syndicats, ce sont des sociétés de résistance. Et donc on n'a pas cette spécialisation de l'activité collective qui va venir assez rapidement. Et ce qui m'a beaucoup intéressée par rapport au rapport aux politiques en général et à cette histoire de la confiscation, c'est que finalement c'est une période d'ébullition où on a des foyers de dissidence, d'insurrection, de discussion critique collective, et que la loi de 1884 sur la reconnaissance des syndicats, Mhm. après déjà
une longue, puisqu'on peut dire 1789, 1884, ça fait déjà 100 ans que de l'éducation ouvrière, populaire, se mêle et se mène un peu partout en Europe et mélange volontiers, que ce soit des coopératives qui ont ce genre d'activité, le début des syndicats qui ont ce genre d'activité, les futures organisations d'éducation populaire en tant que distinguées qui ont ces activités-là, plus des activités qui sont plutôt de l'ordre d'origine des confessions qui vont en tant qu'organisation caritative ou humaniste, philanthropique, proposer des cours et de l'accès à des bibliothèques, etc., etc. Et donc on a ce foisonnement-là, et le temps de 1884, qui est celui de la reconnaissance des syndicats, m'a mis la puce à l'oreille, puisque les débats qui ont lieu, donc là il y a un article, si ça en intéresse certains, qui décrit exactement les débats qui ont précédé cette loi-là, c'est exactement la peur de la sédition. C'est l'idée que, telle que s'organise cette éducation populaire un peu partout, et sans frontières et sans cloisons, elle pourrait renverser et menacer l'ordre social. Et donc la reconnaissance des syndicats, c'est avant tout pour séparer l'activité de revendication collective ouvrière de son pendant politique. Et donc c'est la naissance déjà de la première cloison, c'est pour ça que j'en fais un tournant, c'est la naissance de cette première cloison qui va dire qu'il y a des objets qu'on peut tolérer d'animation politique, d'agitation politique, et on les cerne bien, ils sont dans l'espace de l'entreprise, et donc à cet endroit-là, des collectifs sont autorisés, et encore, on nous présente ça comme une avancée, mais les collectifs préexistaient, je veux dire. Mais cette reconnaissance s'accompagne d'une canalisation, qui est, vous avez le droit d'exercer ce regard critique, mais seulement sur le travail, et par ailleurs, vous n'avez plus de rôle politique au sens large. Et donc on voit là, au travers de ce petit événement, comment le premier acte, à mon avis, de la dépossession s'engage, puisqu'à partir de ce moment-là, il y aura donc une organisation instituée de la politique par les partis, qui va se distinguer des organisations ouvrières à qui on donnera, qu'on essaiera de cantonner le plus possible à l'action syndicale au sein du monde de l'entreprise. Défendre son travail, défendre ses droits, se battre pour avoir des meilleures conditions. Mais déjà, on a une première restriction. Et la loi de 1901 sur les associations va être inspirée complètement de la loi de 1884. C'est-à-dire qu'elle va aussi autoriser que des groupes s'associent, mais dans la mesure où ils acceptent cette partition entre, d'un côté, des acteurs qui sont politiquement organisés et qui ont le droit de conquérir le pouvoir et de proposer que des gens adhèrent à leur parti, et de l'autre, d'autres groupes organisés mais qui n'ont plus vocation à faire de la politique. Et là, je trouve que ce temps-là, il est hyper intéressant. Et il concerne déjà l'éducation populaire, puisqu'à l'époque, la Ligue de l'enseignement, c'est l'éducation populaire politique du Parti républicain. Et donc, avec la loi 1901, ils vont décider effectivement de partitionner, c'est-à-dire d'en faire une association à l'écart, bien entendu qui va garder des liens privilégiés avec cette inspiration politique, mais qui va donc lui assigner des activités de nature culturelle distinctes des activités de nature politique que va garder le parti politique lui-même. Et donc on voit bien, là aussi c'est l'objet d'un autre article qui est consultable dans un ouvrage et qui décrit cette dissociation que, en fait, au départ, on avait un parti qui avait des activités d'éducation populaire politique, qui avait aussi des activités d'organisation et programmatique par rapport à ses propositions, des activités de solidarité, des activités de socialisation au sein du parti, et qui va progressivement se diviser en différentes branches. Et dans ça, je rejoins
la manière dont Luc a essayé de décoder cette sédimentation-là, on va avoir différentes branches qui vont progressivement s'autonomiser et à qui on va dire, progressivement avec plein d'étapes sur lesquelles je vais essayer de revenir, qu'elles n'ont plus vocation à se mêler de la politique. Et donc ça me semble quand même être un point majeur dans ce qu'on vit aujourd'hui, comme étant une sorte d'interdiction ou de censure, c'est-à-dire il y a d'un côté les partis politiques, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit tel parti politique, engagez-vous dans un parti. Mais dans l'association où vous êtes, vous n'avez pas, on ne vous autorise pas à vous exercer ou vous exprimer politiquement. Chez Luc Carteau, il parle d'internalisation d'un système. C'est-à-dire, tu vois, il parle de ça, et que finalement, ces structures dont tu parles, loi 1901, syndicat, internalisent complètement le système qu'ils combattent. Exactement. Et donc, voilà, on voit bien que du coup, on instaure une division qui va devenir, et elle date de cette fin du 19e siècle, qui va devenir la matrice de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc quand on dit pourquoi la MJC ne prend-elle pas avec joie et de combattre et de joie et détachement, voilà, se saisit pas de ces expériences scolaires. Prenons cet exemple-là de jeunes qui ont tellement besoin de discuter de ce qu'ils vivent et de se faire une opinion et d'avoir des armes pour se positionner, pour se défendre. Comment se fait-il qu'on ne... Surtout avec la racine historique de l'éducation populaire, je pense que ça, c'est une clé d'explication qui est toujours valable aujourd'hui et qui va faire que quand la MJC va vouloir, ce qui est arrivé dans l'Est de la France, animer une exposition débat sur la situation des sans-papiers, que le maire de la collectivité en question lui dise « Écoutez, si vous faites ça, c'est simple, on vous enlève vos locaux. » Et donc là, on voit qu'on touche à quelque chose. Puisque c'est le signe même qu'on transgresse une frontière qui est d'un côté l'action politique et de l'autre l'action culturelle, qui n'a pas vocation à interroger la façon dont sont organisées les décisions, ce qu'elles produisent sur la vie des gens, etc. Donc ça, c'est un premier tournant, et pour moi, il n'est pas des moindres. Et surtout, comme on nous présente toujours la loi de 1901 et la précédente de 1884 sur les syndicats comme une loi, une avancée, on se fait avoir. Puisqu'on se dit, mais oui, bien sûr, la Révolution avait supprimé les corporations, y compris qu'on nous présente les corporations comme le dernier des ringardismes. Entre nous, les corporations, c'était une énorme protection et une force collective, et l'ancêtre des syndicats, donc on pourrait avoir un double regard là-dessus. Mais on va nous présenter la loi de 1901 qu'on vient de fêter, d'ailleurs en même temps que l'offre publique de réflexion, ce qui n'a pas été sans incidents diplomatiques et plus que diplomatiques, puisque ça pourrait être à l'origine de la fin de l'offre publique de réflexion, c'est une des clés d'explication. Donc on voit bien que cette loi qu'on nous présente comme une avancée fantastique, et la précédente sur les syndicats, sont en fait à regarder avec beaucoup plus de vigilance, ou en tout cas critique. Donc ça, on va dire, ce serait un petit peu le premier temps ou le premier acte de la dépossession. Et alors le deuxième acte qui m'a paru dans cette histoire à 6 temps, c'est la loi Astier. En fait, c'est une loi qui va instaurer ce qu'on appelle la formation professionnelle et qui va l'allouer uniquement aux acteurs du monde ouvrier, de l'entreprise. Et là encore, qui vont cloisonner les activités de type éducatif, culturel, formatif, entre une éducation populaire toujours en voie, en cours d'organisation et de réinvention, et une éducation ouvrière syndicale à qui va s'adresser cette nouvelle loi. De cette manière-là, Est-ce que tu peux préciser la date de la loi Astier ? C'est 1919. D'accord.
Donc du coup, ce serait le deuxième tournant. On est juste avant la première... on est à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et on sort de cette énorme catastrophe en ayant perdu énormément et de militants et de jeunes adultes, et d'adultes tout court. Et donc cette loi-là va de nouveau instaurer un changement radical dans l'organisation et la répartition des activités. Et pour moi, elle va induire que le champ de l'éducation populaire est strictement réservé à celui du loisir. Or, et ça fait le lien avec la suite d'événements de cette période-là, 1936, qu'on peut considérer comme l'apparition de l'éducation populaire en tant que politique d'État, au travers de les prises de responsabilité de Léo Lagrange, de tout ce qui va tourner autour de la culture populaire, du loisir pour tous, des premières aides, colonies de vacances, vacances en plein air, etc., vont effectivement complètement reconnaître et renforcer cette partition, puisque toute l'histoire du Front populaire, c'est de considérer que la culture populaire dans le champ du loisir, c'est pour s'épanouir en dehors du monde de l'entreprise. Et donc, et la loi de 1919 et les actes du Front populaire, ils corroborent l'idée que l'éducation populaire n'a que le loisir comme préoccupation, non seulement le loisir comme préoccupation, mais en plus le loisir comme compensation, réparation, de ce qui se passe dans le monde du travail, où là, on va passer une grande partie de notre vie, de notre énergie, et avec évidemment une répartition entre classes des activités nobles et moins nobles, et dans lesquelles on se réalise plus ou moins. Donc finalement, 1919 et 1936 sont complètement dans la continuité, alors qu'on aurait pu imaginer, et c'est le cas d'autres auteurs qui proposent une autre vision du loisir, une vision du loisir comme un moment où on peut s'appartenir et penser son inscription dans le monde du travail, le monde du savoir, le monde de la santé, la vie collective, l'aménagement, etc., etc. Donc le loisir va être pensé uniquement comme une compensation de ce qu'on subit dans le monde du travail. Et ça, c'est très fort dans le discours du Front populaire, et c'est beaucoup Evelyne Ritten, auquel se réfèrent Christian Morel et Franck aussi beaucoup, qui montre un petit peu comment se joue cette restriction de la culture à une vertu compensatrice de conflits refoulés du monde du travail notamment, alors même que la culture politique du Front populaire et de ceux qui y ont contribué aurait pu être beaucoup plus critique et se servir du temps de loisir comme un temps d'interpellation de ce qu'on vit dans les autres moments de son existence. Donc ça, ce serait un petit peu le deuxième temps. La troisième rupture, on va dire que c'est pour moi certainement la plus importante dans ce qu'on vit aujourd'hui. Et elle est préparée par le temps, sur la fin du temps d'avant, par une nouvelle partition qui est une partition en termes de public, mais elle va s'accroître avec ce nouveau temps que je situe dans les années 58, à la fois naissance de la planification de l'équipement socio-culturel de toute la France, mais aussi naissance de l'animation socioculturelle en tant que modèle de pratique pour tous ceux qui vont soit être déjà dans les associations d'éducation populaire, soit se former pour en devenir des professionnels. Tu veux dire que 58, ça correspond à la professionnalisation de l'animation ? Donc 58, ce serait le tournant qui va lancer
l'animation socioculturelle, d'une part, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, par une planification, donc c'est le début d'une ère de construction dans tout le pays, et de nouveau dans la logique que je viens d'indiquer, à savoir que en fait, un peu partout, les villes se grossissent, on construit des logements sociaux un peu partout, mais on se rend compte qu'on n'a pas pensé à la dimension socioculturelle, que des gens vont vivre ensemble et que rien n'a été imaginé du point de vue de la vie sociale collective. Pour les occuper. Pour les occuper, de nouveau dans une perspective très compensatrice de ce qui va se passer, parce que pourquoi les gens se regroupent dans les villes et pourquoi il y a un arrivage de nouvelles populations dans ces localités, c'est pour le travail. Donc on construit ces logements sociaux parce qu'on va chercher, ça c'est le magnifique film de Yamina Benguigui, Mémoire d'immigrés, on va chercher dans les pays du nord de l'Afrique des gens qui sont dans les campagnes, qui ne savent pas lire, etc., pour venir travailler dans les usines, et on transforme les bidonvilles français en logements sociaux, etc. Et donc c'est à cette période de reconstruction en France après cette Deuxième Guerre, tout un volet de la planification qui va concerner ce grand mot qui est le socioculturel, où on va essayer d'équiper l'ensemble de la France, c'est la folie de l'aménagement. Et on va notamment l'équiper d'abord en bâtiments, qui seront des lieux qu'on appelle foyers socioculturels, un petit peu partout, plus particulièrement dans les villes dans un premier temps, puisque c'est là qu'il y a aussi menace de par les mélanges de populations et aussi par le nombre de jeunes rassemblés dans les mêmes quartiers. Et donc les foyers vont avoir une fonction au départ socialisatrice, mais... Tu entends les foyers, ces gens foyers. Moi, non, je parle plutôt des foyers socioculturels au sens large, c'est toutes sortes d'équipements qui vont être qu'on va retrouver maisons pour tous, au centres socioculturels, les appellations vont un petit peu varier selon les villes. Et donc dans cette période de planification, c'est en même temps que la planification des équipements, le modèle d'action qui va l'accompagner, ce sera l'animation socioculturelle. Donc pour moi, c'est un des autres tournants de cette dépolitisation de l'éducation populaire, qui a été précédée juste avant la guerre par la partition aussi en groupes d'âge, qu'on peut tout à fait interroger, puisque quand on fait un travail par exemple sur les histoires de vie, on se rend compte que ce qui peut aussi nous instruire sur ce qui se passe dans le monde du travail ou ce qui se passe dans la vie, c'est de bénéficier de l'expérience de nos aînés et de savoir comment eux se sont fait avoir ou pas et comment ils y ont réagi. Et donc on peut aussi s'interroger sur cette reproduction sur le mode scolaire de classes d'âge qui seront entre eux, alors même que précédemment l'éducation populaire n'en avait que faire. Elle s'adressait autant à des adultes qu'à des plus jeunes, et elle n'envisageait pas son activité sous l'angle des 9-12 ans, ou des 12-15 ans, ou des... Donc ça peut aussi participer de cette spécialisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des groupes de pairs du même âge pour discuter d'un certain nombre de choses, mais le fait que ce soit instauré en tant que tel, ça va participer de cette dépolitisation à mes yeux. Et donc 58, c'est le début de cette folie de l'équipement et de l'aménagement, avec l'animation qui va en être le sorte de modèle inspirateur. Alors les textes qu'on trouve sur l'animation sont absolument sans équivoque. Enfin, c'est de donner la vie, c'est de mettre de la vie dans les quartiers, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent. Il n'y a aucune dimension critique des discours qui accompagnent la naissance de l'animation. Comme si, finalement les gens ne savaient pas s'occuper eux-mêmes, ne savaient pas penser par eux-mêmes. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... pour moi, il y a une violence symbolique qui accompagne ce discours, et donc c'est difficile quand on est animateur d'en prendre conscience. Mais il y a vraiment l'idée que
les gens n'ont aucune capacité à s'organiser entre eux, entre groupes, à se rencontrer. C'est-à-dire qu'il faut aller donner la vie, parce que animation, quand même, au niveau étymologique, c'est assez intéressant. C'est mettre de l'âme, enfin, ça va assez loin quand même. Sous-entendu, il n'y a pas déjà, comme tu dis, de capacité des gens de vivre ensemble, de se retrouver. Donc ça pose des sacrées questions. Ça veut dire que quelque part, on ne reconnaît pas du tout non seulement la capacité qu'ont les gens de le faire par eux-mêmes, mais en plus, tout ce discours-là s'accompagne d'une idée très bien pensante de la socialisation. C'est-à-dire qu'en plus, c'est socialisé comme s'il ne l'était pas, et dans une visée qui est aussi celle du Front populaire sur la culture populaire, très consensuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de conflit, c'est de mettre du ciment social, comme dirait, je ne sais plus qui nous avait fait cette remarque-là. C'est vraiment une idée de très pacificatrice, en fait, des relations. Il y a aussi peut-être l'idée du contrôle. D'ores et déjà. Qui vient par-dessus, Ah oui. je veux dire, donner l'impression, enfin, donner, agir sous le biais d'une certaine animation, de rentrer un petit peu plus dans les foyers, dans les familles, au cœur des... Et puis, si on le prend à l'envers, ça veut dire que ce sont des groupes et des endroits qui sont inanimés. Donc nous allons les animer. C'est ça. Et je trouve qu'il y a quand même des questions à se poser par rapport à ça. Et tous ces discours sur l'animation, qui vient remplacer quand même le vocabulaire jusqu'ici employé soit d'éducation populaire, soit de culture populaire. Donc on a aussi une disparition conséquente du terme populaire. Et je pense que là aussi, il faut creuser, parce que l'animation, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est plutôt Geneviève Poujol et des collègues qui ont travaillé là-dessus, on va quand même enlever un des mots qui faisait référence à des classes sociales, puisque s'il y a le peuple, s'il y a des catégories populaires d'un côté, c'est qu'il y a des catégories qui ne vivent pas la même chose depuis leur naissance. Et du coup, avoir réussi à dégager ce mot populaire, c'est hyper intéressant. Au moment même où on sort quand même de la Shoah, où Franck raconte l'avortement de cette politique qui aurait pu être d'éducation populaire et d'éducation critique des jeunes adultes. Donc on referme considérablement le couvercle, c'est De Gaulle, il faut que dans tous ces endroits-là... Et alors ce qui est plus étrange pour moi, mais ça faudrait continuer à creuser de ce côté-là, ce qui est plus étrange, c'est pour moi la foi peut-être assez ambiguë que peuvent avoir des aînés. Je pense à Dumasdier et d'autres gens, des gens qui ont beaucoup compté dans l'histoire de l'éducation populaire. Cette foi dans le loisir qui va être certainement récupérée, puisqu'évidemment, entre l'entraînement mental que propose Dumasdier et comme on peut dire, des cours de gym ou de détente de telle ou telle sorte qu'on peut pratiquer dans les MJC, font pas travailler les mêmes dimensions de notre vie et des groupes. Donc, mais il n'empêche que quand on lit l'ouvrage de Dumasdier sur la civilisation du loisir, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une foi qui est que le loisir va s'étendre, que tout le monde aura le droit d'en consommer, d'en pratiquer. Et moi qui ne suis pas de cette génération-là, je ne peux pas comprendre certaines choses qui sont liées à ce bonheur de disposer des congés payés et tout ça. Mais a posteriori, je vois bien le piège. Enfin, je vois très bien l'arnaque qui est on a des congés payés, mais à condition de ne pas interroger ce qui se passe là où tu passes le plus clair de ton temps, à l'école, au travail. C'est ce que Luc Carton c'est pas Luc Carton, c'est le compromis social-démocrate.
Exactement. C'est cette formule, mais qui date, c'est ça qu'on peut voir quand on regarde d'un petit peu plus près, qui date finalement pas de 45, où Luc effectivement le situe, mais on voit déjà que dans l'histoire de la gauche, il y a déjà des prémices. Structure qui se rajoute, c'est un empilement, quoi. Et dans la thèse, j'indique d'ailleurs que dans le moment du Front populaire, il y a l'idée de maison de la culture, proposée par Léo Lagrange, comme des maisons où on s'exercerait politiquement en groupe. Et c'est le seul élément qui ne verra pas jour dans les propositions, les mesures politiques proposées par le Front populaire. Donc il y avait potentiellement peut-être cette dimension qui allait dans un autre répertoire, et elle ne verra pas le jour, et en l'occurrence on sait ce que font aujourd'hui les maisons de la culture. On est assez éloigné de l'idée que ce serait des endroits où on pourrait défendre ses droits, savoir qu'on en a, découvrir comment on peut les exercer ensemble, etc. etc. Donc voilà, 58, pour moi, c'est un tournant important avec qui va accompagner l'animation et qui va accompagner surtout la professionnalisation de ces fonctions-là. Donc non seulement on dit ils étaient inanimés, on va les animer, mais en plus, ce ne sera plus une fonction militante bénévole, ce sera une fonction professionnelle, et on va, l'État, nous, former des personnes qui vont aller exercer ces fonctions-là. Et alors, comme tu le disais si bien tout à l'heure, comme on peut venir d'une histoire autodidacte, ou je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'éducation populaire, qui étaient des gens qui avaient été peut-être pas aimés par l'école. Quand l'État propose un grand dispositif d'envergure nationale pour reconnaître l'ensemble des mouvements d'éducation populaire, leur donner des moyens, leur donner des postes de salariés permanents, on imagine l'enthousiasme, et que ce soit en termes de besoin de reconnaissance ou simplement en tant que besoin d'agir sur le terrain, comment ça peut être porteur et stimulant, sans en percevoir peut-être toutes les limites ou les risques au moment où ces propositions de politique de prise en charge apparaissent. Et je pense que si ça nous arrivait là aujourd'hui, c'est jamais évident de discerner le potentiel émancipateur et domesticateur d'une loi ou d'une politique. Mais en l'occurrence, a posteriori, on peut voir aussi qu'on perd un certain contrôle sur la formation des personnes qui vont exercer, qui vont être éducateurs populaires et bientôt animateurs. C'est comme si, voilà, du jour au lendemain, on se formait, nous, entre nous, pour savoir comment on allait essayer de faire du collectif dans les quartiers, et que du jour au lendemain, c'est l'État qui va devenir responsable de la formation, qui va enlever tout ce qui touche à l'éducation populaire progressivement dans tous les diplômes, qui va en faire des dimensions extrêmement techniques, et qui va après s'inspirer voilà, de différents apports, et qui va quand même transformer considérablement ce qui était fait. C'est-à-dire qu'on passe d'un modèle vraiment militant à un modèle du bon technicien animateur. Donc là, on va profondément... quand on a des gens aujourd'hui qui nous disent « mais je ne me sens pas compétent pour faire ça », eh ben, ça a exactement un lien avec cette transformation-là. Évidemment que si c'est moi qui forme mes collègues, comme c'est actuellement le cas au pavé, on va se former sur le tas, en apprenant ensemble, en discutant après, en se posant des questions, et c'est comme ça qu'on va, je dirais par immersion, et par lecture, et par moment de prise de recul et d'analyse, c'est comme ça qu'on va se former entre nous. Donc on va pas, c'est pas en envoyant mon collègue faire un diplôme, un DEFA qui n'existe déjà plus d'ailleurs, qui s'appelle maintenant des brevets professionnels de la jeunesse. C'est pas en l'envoyant faire cette formation qu'il va se sentir capable d'animer un débat sur le 11 septembre, quand les jeunes vont lui demander au foyer pourquoi on ne pourrait pas en discuter avec quelqu'un dont ils se sentent, un adulte dont ils se sentent proches, quoi. Moi, ça m'est arrivé notamment en Bretagne, des groupes d'animateurs avec lesquels on discute de comment ils font comment ils mènent leur pratique, et qui me disent moi hier c'est des jeunes qui sont venus
pendant le moment de permanence où ils peuvent s'emparer de ce local. Et en fait, ils avaient énormément envie de parler du 11 septembre. Et je leur ai dit, ah non, ça c'est pas de mon ressort, je peux pas parler avec vous de ça, parce que ça c'est politique, et c'est... Et donc on a passé toute la séance du groupe à discuter de ça, dire mais qu'est-ce que vous en pensez tous? Est-ce que ça vous paraît légitime, pas légitime d'en parler? Là vous pouvez pas dire, c'est pas... Parce que des fois l'argument c'est ah oui mais les jeunes ils ont pas envie, ils voudraient faire du karting, ils voudraient aller faire des choses plus séductrices. Mais là en l'occurrence c'est des jeunes qui font la demande à l'animateur, et là c'est l'animateur qui dit excusez-moi mais là c'est pas de mon ressort. Et donc voilà, on a essayé de comprendre d'où ça venait. Et un des nœuds, voilà, si on a fait de l'entraînement mental en fait dans le groupe, c'était en fait c'est je me sens pas compétent. Donc sur le 11 septembre, comme j'ai rien à dire, je me sens pas d'animer une discussion là-dessus. Alors c'est quoi le problème? Est-ce que les jeunes vont se rendre compte que l'adulte qui essaye d'incarner le pouvoir, bah finalement, oui, c'est peut-être pas plus qu'eux. Mais est-ce que c'est de compétences, de réponse sur le 11 septembre dont avaient besoin les jeunes, ou est-ce que c'est juste, comme tu racontes avec ton fils, d'en discuter? D'en discuter pour qu'entre eux, ils échangent leurs perceptions, et que peut-être ils décident à l'issue de cette discussion d'aller s'informer par eux-mêmes, que ce soit d'aller lire ou regarder un film, ou d'aller interviewer quelqu'un, d'aller mener une enquête, j'en sais rien. C'est-à-dire que sous prétexte qu'ils ne se sentent pas compétents sur le 11 septembre, et qui ne se sent pas formés pour animer des discussions, et ben la demande des jeunes qui est pour moi sur un sujet extrêmement politique, l'actualité, comment elle nous percute, comment elle nous remue, et ben on censure en fait cette opportunité de discussion. Alors même que je pense que la relation que les animateurs ont avec ces jeunes-là, elle est d'une qualité qui fait que la discussion serait plus libre qu'avec des enseignants, par exemple. Parce qu'ils ne craignent pas, ces jeunes-là, d'être jugés, pour preuve, c'est qu'ils en font la demande, ils ne craignent pas d'être jugés par l'animateur, avec lequel ils se sentent une proximité. Donc c'est un lieu idéal, pour moi, pour avoir ce genre de discussion. Et du coup, ça nous a amené au pavé à défendre une certaine approche de ces questions-là, en se disant... bon, ça c'est un des collègues qui s'appelle Tony, et qui est pas mal allé chercher du côté d'Alinsky, donc, qui a écrit le manuel de l'animateur social, et qui est vraiment dans l'héritage de Fréré, mais appliqué à l'animation dans les quartiers. Donc je recommande vraiment à tous les animateurs de se faire un plaisir et de se le lire, si possible, collectivement, en se répartissant le bouquin. Nous on fait ça, on appelle ça de l'arpentage. Donc on se répartit les différents morceaux du bouquin, on s'en lit 10 ou 20 pages et on le commente ensemble, on en discute, et ça peut se faire à un groupe, à un conseil d'administration d'une MJC, et on se fait un pot après, et voilà, et on va se poser des bonnes questions, parce que là c'est vraiment, y compris des animateurs, mais à qui on propose une toute autre conception de leur rôle et de leur métier. Et nous on s'est demandé, donc c'est Tony qui explore en ce moment pas mal ça, c'est... essayer de nommer, et ça correspond à une question que tu posais tout au début sur la psychologie, essayer de nommer toutes nos peurs, en fait, faire état, parce qu'en fait on se rend compte que c'est pas que rationnel cette histoire-là. Qu'est-ce qui fait que, de quoi on a peur, quels sont les fantasmes qu'on a et qui bloquent peut-être notre action, peut-être qui nous enferment dans un certain rôle. Et donc on a commencé un petit peu à faire cet exercice-là, et c'est absolument révélateur. Parce qu'on se rend compte que ce soit pourquoi des travailleurs sociaux actuellement se mettent pas en grève, c'est parce qu'ils ont absolument peur, par exemple, qu'ils vont priver les familles du service qu'ils leur rendent pendant une journée. Et donc c'est complètement inadmissible dans la culture qu'ils ont du sacrifice et d'être... mais en même temps c'est un fantasme de toute puissance, qui est de se dire mais je vais pas être là pendant une journée, ils vont pas pouvoir vivre sans moi, et au nom de ça on va pas résister sur des énormes transformations actuelles sur les politiques sociales, parce qu'il faut pas priver pendant une journée le service social de notre présence et de notre activité, mais
au nom de ça, on laisse se dégrader l'ensemble de la politique sociale. Donc il faut bien voir que ce travail sur quelles sont nos peurs, quels sont nos fantasmes, peur d'être inutile, peur d'être pas à la hauteur, peur de décevoir, toutes ces peurs-là nous habitent, quoi. C'est sûr que d'une part c'est prendre des risques, et ça, par rapport à ça, je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se défende de l'idée que l'éducation populaire et l'animation pourraient passer à côté d'une prise de risque. Ouais. En fait, pour nous, c'est tout l'inverse de l'école. L'école, tout doit être cadré, tout doit être maîtrisé, il y a un fantasme de la maîtrise. Je schématise, évidemment, bien sûr qu'il y a des enseignants qui ont des pratiques pédagogiques extra, et on voit tout de suite la différence quand on voit les élèves sortir de ces classes-là. Mais en tout cas, l'éducation populaire et l'animation, elles se baseraient plutôt sur une pédagogie, pour moi, que j'ai défendue justement à la thèse, de l'aventure. Et au pavé, on parle de justement mettre en valeur le tâtonnement, le droit à l'erreur. Le membre du jury, d'ailleurs, André Jourdan, qui est un didacticien, lui-même, qui vient vraiment des sciences dures, dit c'est une connerie. Le savoir, ce n'est qu'une histoire du tâtonnement. Et donc, on ne peut rien apprendre si on ne se laisse pas faire des erreurs et tâtonner. Donc, l'animateur qui dit « je ne peux pas animer une discussion parce que je ne sais pas », c'est tout l'inverse. C'est d'une part soit de prendre confiance dans le fait que le groupe peut, à lui en tant que collectif, se fournir les éléments, donc il est capable de s'organiser. Et en plus, c'est qu'il a besoin de faire l'expérience de ces tâtonnements, de ces erreurs, et l'animateur lui-même, au contraire de la version technicienne qu'on lui a transmise, on lui a dit qu'il devait être absolument imparable, un bon technicien qui doit avoir la réponse à tout, et nous on pense l'inverse. C'est qu'un bon animateur ou un bon éducateur populaire, c'est quelqu'un qui va, comme disent mes collègues, privilégier le vécu sur le prévu, c'est-à-dire qu'il sera toujours capable de vivre ce qu'il y a de plus stimulant dans la situation et de prendre les risques de l'expérimenter avec des groupes, plutôt que de rester sur son plan où il a l'impression de maîtriser, mais en fait il maîtrise rien, il maîtrise pas plus. Mais au contraire, il désapprend, y compris ce que suppose de s'exercer politiquement ensemble, parce que on se protège, mais on désapprend plein de choses, et on est, comme je le dis après, très inexpérimenté pour pratiquer la démocratie et pour la faire vivre un peu partout. Donc le tournant technicien de l'animation, c'est un sacré morceau de notre histoire, et qui fait qu'aujourd'hui, on a plein d'animateurs qui raisonnent avec la méthodologie de projet, qui est un enfermement, qui est un travail qui est que du côté du contrôle et pas du côté de l'aventure, et qui est lié au projet qu'il faut déposer pour avoir des financements. Et donc on leur demande d'être des subsidiologues plutôt que d'être des éducateurs qui vont se poser plein de questions sur mais est-ce que voilà, quand j'ai réagi comme ça, est-ce que j'ai aidé le groupe à identifier ces conditionnements et à les élucider et à les dépasser? C'est ça les questions d'un animateur, c'est pas fait, moyen, résultat, et ce côté linéaire et mécanique n'a aucun rapport avec l'animation et l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est plus du côté des désirs et de la critique, et que ce soit dans mon schéma de la négativité de la critique et du désir, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous porte comme envie de voir le monde autrement, de voir l'école idéale, de voir le parent idéal, le médecin idéal, etc. etc. Donc finalement, on arrive donc en fait les étapes que tu as décrites, on arrive au terme de ces étapes-là. Quand on est dans donc j'ai essayé de dire on est dans l'avant-dernière étape, puisqu'il y a 58, et je fais terminer cette étape-là à 75. 75, déjà je nais. Non,
pas en 75, mais moi je suis née avec le choc pétrolier. Si je fais le lien avec ma naissance, c'est que voilà, c'est un début de transformation aussi à un niveau international du régime capitaliste aussi. Donc pour moi, 75-95, c'est l'avant-dernière étape avant le nouveau cycle, d'après ma démarche mon analyse. Et donc là, 75, c'est un changement radical. Le fameux compromis dont parle Luc, socio-économique, que certains appellent les 30 glorieuses, mais en fait il y en a qui disent que c'est surtout 10 ou 15 années, et le reste peuvent plus vraiment être baptisées de glorieuses. Et évidemment, pour qu'elles soient glorieuses, ça suppose qu'il y en ait d'autres qui se fassent exploiter, donc c'est un joli mot pour un sacré mécanisme d'exploitation. Mais en l'occurrence, 75, c'est un basculement à la fois en termes de... Pour ceux qui travaillent sur les conflits sociaux, ils mettent même vraiment le dernier grand conflit social dans les années 79. Donc ça, c'est le travail qui a été fait sur 68, qui montre qu'en fait, il y a des résurgences de 68 jusqu'à... Voilà, c'est la fin des années 70. Mais 75, surtout, c'est ce fameux début des premiers chocs pétroliers, donc des formes de crise du capitalisme, avec l'apparition du chômage structurel de masse, avec un virage très important qui va s'annoncer du côté du début des années 80 avec Thatcher et Reagan. Donc on a une libération des forces de spéculation financière du capitalisme. Et donc c'est un virage dans l'éducation populaire et l'animation qui va se traduire par la préoccupation du social sur le côté plutôt socialisation jusqu'ici des relations, de l'épanouissement, le développement personnel, etc. Donc c'est plutôt la dimension sociale qui va prendre le dessus. On est plus dans la dimension alors là, de la réparation. De plus en plus, voilà. On avait le loisir, donc l'épanouissement culturel comme réparation de ce qu'on perdait ailleurs, mais maintenant on va avoir de la réparation dure, c'est-à-dire beaucoup plus soigner les victimes de cette modernisation du système capitaliste qui va laisser plein de gens sur le carreau avec la désindustrialisation massive, donc plein d'usines, plein de gens qui trouvaient tant bien que mal une activité salariée. Et un équilibre avec d'autres moments de leur vie, vont se trouver privés de cette activité-là, donc d'une part sans revenu, et aussi sans reconnaissance sociale, puisque quand on attribue autant de valeur au travail comme source de reconnaissance, c'est quand on n'en a plus. Ça pose des sacrés problèmes pour exister, pour avoir une identité collective, etc., etc. Et donc l'éducation populaire, l'animation, vont être extrêmement sollicitées pour mettre en place les premières mesures, alors qu'on va connaître du côté de l'insertion, et évidemment des politiques de la ville, donc avec la naissance du traitement social par quartier dit prioritaire, donc après les fameuses émeutes des Minguettes à Lyon et dans pas mal de grandes villes. On va décréter, pas encore l'état d'urgence, mais en tout cas une sorte de politique d'intervention sociale un peu partout dans les quartiers et auprès des personnes qui sont privées de travail, des activités qui vont emmener certaines fédérations d'éducation populaire dans le champ de rendre des personnes plus employables. Alors, des fédérations historiques comme Culture et Liberté, il existe dans ma thèse, dans les annexes, tout un passage qui décrit à Culture et Liberté et au niveau des CMA ce virage-là, c'est-à-dire une partie des activités vont être dédiées à ce qu'on appelle l'insertion. Au passage, évidemment, le collègue
et compagnon d'aventure d'éducation populaire, Pierre Roche, indique bien à quel point l'insertion est une manière de chosifier les gens, puisqu'on insère un objet et pas une personne. Et donc l'éducation populaire va s'engouffrer pour avoir des moyens de survivre, va s'engouffrer dans ces dispositifs d'insertion en se disant on va faire de l'insertion mais on va pas le faire, on va pas se faire avoir, on va pas faire ce qu'on nous demande, on va faire autre chose. Et finalement, donc dans ma thèse, j'utilise les propos de plusieurs acteurs de l'éducation populaire comme Alain Manac, qui a été longtemps un acteur principal de cette fédération qu'est Culture et Liberté, et qui dit qu'ils se sont complètement fait bouffer par ça et qu'ils ont perdu le Nord, perdu leur Nord, qui était d'être proche des syndicats, d'être proche des travailleurs et de les défendre et pas de les faire rentrer dans le moule de l'insertion qui part du principe que les gens n'en savent pas assez, ne sont pas assez armés pour rentrer dans le monde du travail. Alors que c'est précisément l'inverse, c'est l'armée du travail. Je me suis trahie. C'est le monde du travail qui n'a plus besoin d'eux. Et donc, comme on disait tout à l'heure, c'est l'école qui ne t'a pas aimé. On inverse la vapeur et on va faire aux gens des CV. Bien entendu que si on examine bien dans le détail, je suis sûre que plein d'animateurs qui se sont retrouvés à accompagner des groupes leur ont aussi donné une autre valeur et leur ont fait prendre conscience qu'ils savaient un certain nombre de choses. Mais en acceptant de rentrer dans ces politiques d'insertion, on restait emprisonné dans une autre finalité que celle de réfléchir à comment des gens qui sont soit dans le travail, soit hors du travail peuvent contester l'organisation du travail, de la production, peuvent inventer d'autres façons de vivre. Et donc on est plus dans une version de réparation des dommages du monde de l'entreprise que... C'est-à-dire qu'on reste encore sur le modèle d'un côté le travail tel qu'il est représenté, tel qu'on le... Oui. Voilà. De l'autre, celui qui est hors du travail, on ne peut pas imaginer pour lui autre chose que cette réinsertion dans... Alors même que on a des témoignages de ça dans la recherche-action. Il y a un magnifique entretien d'une travailleuse sociale qui était dans un des 3 groupes de la recherche-action qui dit mais quelle horreur pour moi de demander aux gars et d'essayer de les convaincre d'aller s'embaucher dans l'agroalimentaire alors que je sais qu'ils vont être exploités, abîmés. Moi j'ai rencontré un gars lors d'un des forums sociaux qu'on a organisé à Carhaix, il avait 30 ans, il ne pouvait plus tenir un stylo dans sa main à 30 ans. Et le gars, quand il s'est mis à parler, il s'est mis à pleurer. Il a dit, j'ai 30 ans, je peux même plus tenir un stylo. Et donc, cette femme-là, qui est humaniste et qui est une jeune femme, qui n'a pas voulu faire du travail social, tu vois, et qui se retrouve à envoyer des gens dans l'agroalimentaire. Et donc, elle se fait une violence, et elle sait qu'elle fait violence aussi aux personnes qu'elle accueille. Elle doit leur dire n'y allez surtout pas. Mais moi je vais me battre pour que vous ayez pour que jamais vous n'y alliez, parce que de toute façon même ceux qui y vont ils en reviennent. Donc voilà, ça pose des dilemmes pour ceux qui sont qui sont les travailleurs sociaux, qu'on appelle les travailleurs sociaux. Travailleurs sociaux et à une autre échelle, les animateurs sont aussi dans cet entre-deux. Quand je peux prendre mon exemple, des groupes qui donc voulaient faire l'expérience d'une action de solidarité internationale au Burkina Faso, d'une des communes de l'Essonne, et qui disent mais en fait si je comprends bien, pour avoir des financements pour aller là-bas, il faut qu'on casse des voitures pour qu'on soit reconnu comme département prioritaire. Et donc on voit bien toutes les contradictions dans lesquelles se trouvent les animateurs qui sont embarqués dans cette politique de gestion de la délinquance, de prévention soi-disant de la délinquance, de plus en plus sécuritaire d'ailleurs. On voit bien dans les dernières évolutions. Donc on a vraiment affaire à des politiques publiques, et c'est ce que j'essaye de dire, qui sont
extrêmement défavorable à l'idée d'une éducation populaire politique. Et donc on peut pas dire aux gens aujourd'hui, on peut pas leur dire vous ne le faites pas parce que vous ne voulez pas le faire. C'est pas seulement un problème de ne pas vouloir le faire, c'est aussi qu'on est sacrément pris dans toute cette sédimentation de couches de politique publique qui nous oriente vers l'opposé de ce que pourrait être l'éducation populaire. C'est des politiques publiques qui sont dans le resserrement et dans le contrôle finalement, parce qu'ils sentent bien que ce serait possible pour un travailleur social de parler autre chose que d'insertion. Il pourrait parler ou d'une autre manière de s'insérer ou de se désinsérer de quelque chose qui représenterait la norme. Et finalement, bon, on a les politiques publiques, elles continuent depuis des siècles à canaliser, à chercher, à contrôler, canaliser. Et c'est le travail de l'éducation populaire de mettre à jour. C'est ça. De mettre à jour ça, sauf que quand on en est soi-même un produit, c'est encore plus, à la fois plus difficile, et en même temps ça veut dire qu'il faut commencer par nous. Il faut commencer par se rendre compte qu'on est un produit de ça. Mais on n'est pas seulement un produit de ça. Et c'est aussi ce qu'on essaye de montrer sur le management, c'est-à-dire que le management a beau essayer de nous déposséder du sens qu'on voudrait donner à notre travail, en fait ça marche jamais à 100%. Il y a aussi plein de résistance à ces logiques de restriction, d'enfermement. Et donc ça c'est la partie plutôt désir qui subsiste à cette volonté de contrôle. Et de ce point de vue-là, je pense que ça mérite qu'on mette en commun aussi toutes ces expériences d'être passé au travers, d'avoir contourné, d'avoir menti, même si c'est pas forcément des logiques offensives, mais c'est quand même des logiques qui indiquent qu'on ne se laisse pas toujours faire par cette pression de la technicité, qu'on reste aussi extrêmement... Je pense que c'est des métiers qui sont proches des groupes avec lesquels ils travaillent. Et donc il y a plein d'exceptions aussi à cette règle-là, mais ce que j'essaye de défendre dans la thèse, c'est qu'il y a toujours donc cette incertitude. On n'est pas entièrement contrôlé, on n'est pas entièrement dominé par ces logiques. Mais par contre, il faut qu'on pratique une sorte de culture de la brèche, que partout, là où on arrive à ne pas obéir à ces logiques-là, qu'on augmente, qu'on accroisse cette puissance-là d'agir, dit Christian Morel, il faut qu'on étende ce champ-là de la résistance. Et c'est pour ça que quelque part, je lutte contre l'idée d'une éducation populaire très, très enfermée et très labellisée, parce que l'ancien nom des syndicats, c'était des sociétés de résistance, et pour moi, l'éducation populaire, ce sont des sociétés de résistance, mais à l'épreuve de tous les conflits de la vie. Ceux qu'on va rencontrer quand on a sa mère à l'hôpital et qu'on est choqué de la manière dont elle est traitée comme un objet, ceux de parents qui ont l'impression que leurs enfants sont des boîtes de sardines, ceux qui ont envie de se réaliser au travail et qui en savent beaucoup plus que ce qu'on leur demande et qui résistent à l'idée que le script de leur comportement au travail soit entièrement écrit d'avance, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on est tout ce qui est du côté du désir, de notre vitalité, quoi, qu'on ne doit pas lâcher. Et voilà, l'éducation populaire, elle doit retourner dans cette aventure, et je pense que le dernier temps, qui s'annonce en 95, pour ma part, il est dans cette direction, et ça ne tient pas qu'au champ de l'éducation populaire en tant que celui qui est reconnu comme tel, même s'il y a déjà des forces qui travaillent et qui essayent d'inventer une autre éducation populaire possible, mais il y a aussi des forces qui travaillent au niveau international pour contester les décisions du Fonds monétaire international et de l'OMC, et les premiers contre-sommets qui sont peut-être aussi dans cette veine
de réouverture d'un autre avenir, avec les premières expériences de sommets du côté de l'Amérique latine qui vont... Alors à la fois l'altermondialisme, c'est tout ce qui a précédé ces premiers regroupements, une nouvelle internationale en fait, des résistances au tout capital, et les expériences de 94 du Chiapas et autres qui voilà, sont un autre foyer qui nous donne de l'espoir, mais ça se travaille dans cette région-là, mais ça se travaille aussi bien avant 95, et ça c'est un des lecteurs de la thèse qui m'a bien rappelé que dans les expériences des coordinations des années 86, donc les premiers mouvements, pas 95, mais tout autour une autre manière aussi de faire grève et de faire mouvement, en instaurant un petit peu dans la logique de Sud, des coordinations de convergence de lutte entre les infirmières, entre différents corps de métier, qui augurent un nouveau cycle, à mon avis, d'insubordination, et dans ce cycle-là, on va trouver aussi de l'ébullition dans l'éducation populaire, dans le petit monde de l'éducation populaire, avec des rencontres, comme tu dis, de personnes, de gens qui vont rechercher cette perspective militante de l'éducation populaire. Franck qui va rencontrer Luc qui va rencontrer beaucoup d'autres acteurs de l'éducation populaire, et qui va essayer d'animer une sorte de contre-réponse à ces logiques d'enfermement et de restriction, et qui va poser l'éducation populaire comme travail de la démocratie. Non seulement elle a un bel avenir, mais en plus, cette éducation populaire politique, parce que moi je l'appelle comme ça pour l'instant, mais c'est juste pour redonner une légitimité à ce courant-là, un peu dissident, et puis aussi pour dire qu'il déborde complètement du champ officiel de l'éducation populaire, puisque le pavé travaille avec des comités d'entreprise, avec des syndicats, avec des groupes de citoyens, avec des gens qui ne sont pas du tout officiellement labellisés. C'est en plus une manière nouvelle, je pense, de faire de l'éducation populaire, parce que peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais il y a toujours eu une dimension mythique, que ce soit dans le propos de Luc ou dans celui de Franck, sur l'éducation populaire version Mademoiselle Faure, ou l'éducation populaire version les débuts du syndicalisme. Mais il faut savoir que même à cette époque-là, l'éducation populaire était très paternaliste. Et même quand elle était ouvrière et syndicale, elle était rebelle, mais elle était extrêmement... on prêtait pas forcément beaucoup de savoir et de reconnaissance aux catégories populaires. Et donc je pense c'est très bien décrit par François Elmire, qui a fait un bouquin sur toute la conception de l'éducation ouvrière au travers de la Première Internationale. Et il montre que, quoi qu'en disent les syndicats, ils se sont retrouvés à calquer en fait le modèle de l'instructeur aux gens à instruire, qui était plutôt le modèle bourgeois, et qu'il s'est trouvé dominant dans la façon de concevoir les cours après les cours du soir, après la journée de travail. On le voit d'ailleurs très bien dans les universités populaires, mais pas seulement, même dans les bourses du travail. Et donc c'était compensé par d'autres modes d'être ensemble, que ce soit les mutuelles ou les solidarités, les dimensions festives et les rencontres. Et les luttes, évidemment, les luttes sociales et les grèves et les moyens de défense. Mais la manière dont était conçue l'éducation était très descendante. Et donc je pense qu'aussi, cette éducation populaire politique qu'on essaye de pratiquer, elle est aussi du début du XXIe siècle, c'est-à-dire avec une conjugaison du meilleur des pédagogies critiques avec l'idée de l'exercice politique. Et ça suppose un petit peu la discussion qu'on avait tout à l'heure, de partir aussi de ce que les gens savent, de la vie qu'ils mènent, de ce que les gens ont à dire sur la manière dont fonctionnent les transports, dans la manière dont on aménage. Pas plus tard qu'hier, on avait une discussion sur
le métro qu'ils sont en train d'installer à Rennes, la 2e ligne de métro, qui est une aberration complète. Donc les gens savent plein de choses et on leur demande jamais en fait de donner, de partager ces savoirs-là et de peser sur les décisions. Et donc je pense aussi que l'éducation populaire qu'on essaye d'agiter dans ce nouveau cycle, elle a peut-être pas tant de choses à voir que ça avec celles auxquelles on peut se référer de manière mythique. Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas... moi je suis la première à dire qu'il faut faire l'histoire et à montrer aussi les filiations entre par exemple le théâtre politique d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans et les conférences gesticulées aujourd'hui, pour toujours dire qu'on n'a rien inventé, on réinvente, mais que justement dans cette réinvention, il y a certainement à essayer de cultiver cette place pour les savoirs des gens dans la façon de se politiser, et que je pense que c'est ça qui intéresse aussi aujourd'hui, que ce soit des partis politiques de gauche avec lesquels le pavé travaille, ou des syndicats. Et donc je pense qu'on est à un carrefour qui est intéressant et qu'il faut garder, de tension entre les savoirs critiques qu'ont les gens et les savoirs critiques savants qui sont disponibles et dont on ne va pas se priver, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on réinvente l'eau chaude. Juste une petite observation par rapport à l'implication. Alors tu parlais de paternalisme tout à l'heure, et ça m'a fait penser à la présence de la femme. Et je pense que l'éducation populaire d'aujourd'hui a beaucoup à y gagner de cette présence-là. Parce qu'elle me semble-t-il, elle peut se redéfinir différemment. Dans tous les cas, elle peut s'inspirer, ou elle peut être inspirée d'une autre façon que d'une façon peut-être très cartésienne, où le sensible peut aider, en tous les cas, à la construction d'une relation. C'est une magnifique transition, d'une part par rapport à des questions qui se sont posées hier pendant la soutenance, des questions que m'ont posées des lecteurs aussi au fil de mon travail, et des questions qui sont extrêmement d'actualité, que ce soit au sein du pavé ou de nos pratiques, ateliers, qui fait partie des thèmes qu'on aborde. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que de penser cette question du genre, non pas comme l'idée que la sensibilité ou une autre manière de concevoir par exemple la politique serait féminin, mais plutôt de voir que ces rôles sociaux qu'on nous apprend dès tout petit, en nous assignant des façons d'être. Encore récemment, quelqu'un m'a dit oui, c'est normal, tu es comme ça parce que tu es une femme. Et donc on voit bien qu'il faut à la fois lutter contre ces assignations, mais ce qui est intéressant par contre, c'est que toutes ces lignes de tension, elles nous permettent de penser, et de penser autrement l'éducation populaire. Et si effectivement, aujourd'hui beaucoup de gens sont critiques vis-à-vis des partis politiques comme étant uniquement un parcours de prise du pouvoir, et non pas des lieux de discussion où on apprend des choses, où on fait collectif, où on s'interroge, où on repense la société, etc., et où on tient compte des émotions autant que des arguments dans les différents groupes. C'est que voilà, cette combinaison, en tout cas des rôles sociaux masculins et féminins, gagnerait à être travaillée dans l'éducation populaire de manière extrêmement centrale. C'est pas du tout un hasard si on a aussi une sorte que rappelait Françoise Lahotte hier, on n'a pas d'histoire de l'éducation populaire au féminin. Moi j'ai fait référence dans ma thèse à Ansot, qui a écrit l'éducation populaire, qui a travaillé sur l'éducation populaire féministe, et son modèle d'une éducation populaire politique féministe est extrêmement proche des conclusions de ma thèse. C'est pas un hasard non plus s'il y avait beaucoup de jeunes femmes à la soutenance hier.
Donc je pense que ça incarne aussi une autre manière d'envisager les rapports politiques. Mais c'est pas le féminin en tant que tel, c'est la tension entre les rôles féminins et les rôles masculins. Et qui pose aussi toute la question de ces attributions. Quand on a animé cet outil de porteur de parole à la sortie d'un lycée, on avait mis féminité, virilité, même combat. C'est aussi dur pour les mecs de devoir être des GIs ou de devoir incarner la virilité. Et les gars qui étaient là, qui avaient 13-14 ans, ils disaient en fait ils avaient beaucoup plus de mal à en parler. Et c'était douloureux de se dire pas à la hauteur des valeurs qu'on prête à la jante masculine. Et c'était tout aussi piégeant et conditionnant que d'être une femme à qui on va dire qu'elle ne peut pas pratiquer un métier qui est d'ordinaire réservé aux hommes, ou comme quand on dit ah oui, parce que tu lui à Franck, tu lui laisses prendre la tronçonneuse. Et ça, il y a un travail à faire, et je trouve que l'éducation populaire là-dessus, je ne sais pas si on est absent, mais pour le moins, de toute façon, il y a un terrain de conquête et de reconquête permanent à faire sur ces questions de sexisme au sens large. Et on a pu le vérifier en animant des débats avec des jeunes dans les centres de loisirs pendant l'été, que c'était extrêmement urgent et nécessaire de faire discuter là-dessus, quoi, et que tout le monde vit ces réactions-là, vit ces assignations-là. Donc au pavé, il y a déjà une conférence gesticulée sur le sexisme qui a été présentée récemment dans le Sud, d'ailleurs, du côté de, je ne veux pas te dire de bêtises si c'est Romans ou... Bref, avec des collègues conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, et qui a fêté son départ en présentant cette conférence sur le sexisme. Donc là aussi, il y a de l'avenir pour la question de genre et du sexisme dans les enjeux de l'éducation populaire politique au début du XXIe siècle. Il y a de quoi faire. Ouais. Bon, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Ouais.